Bonjour Gilbert. Bonjour Karine, bonjour et bienvenue. Des journalistes palestiniens continuent à mourir à Gaza, tués par l'armée israélienne qui tente de masquer la réalité de ce conflit. Ne les oublions pas. Rappelons aussi qu'en infraction au droit international, l'armée israélienne interdit l'entrée de journalistes étrangers à Gaza. La TV Net Citoyenne nous a alertés sur la signature par Grand Chambéry d'une convention d'occupation temporaire de la Chartreuse d'Aillon par une société privée pour une durée de 15 ans. Nous avons donc voulu en savoir plus sur cette convention d'occupation d'un joyau patrimonial de plus de 700 mètres carrés avec plus d'1 hectare de terrain par une société privée d'hôtellerie-restauration. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé avec comme objectif de donc, créer un projet ouvert et appropriable pour et par les usagers, donc les habitants, les touristes, les résidents secondaires. Proposer un projet respectueux de la vie du village d'Aillon Jeune. Sur les redevances, puisque nous, c'est équivalent au loyer que payait le parc, 19 000 € par an, là on est à 500 €. Voilà, à un moment on a demandé, avant de se sortir, en tout cas de se dédire du loyer, du contrat, pardon, on avait fait un courrier en disant est-ce que on ne peut pas faire un geste, nous aider. Voilà. Donc il n'y a pas eu cette phase-là de dire bah oui, on fait un petit geste. C'est assez triste parce que c'est un monument historique qui était un monument pour tout le monde, que tout le monde pouvait visiter et qui maintenant est un monument privatisé. Comme l'a indiqué Philippe Gamen devant le conseil communautaire, la société retenue bénéficie d'un tarif très inférieur à celui que payait le parc des Bauges, qui payait 22 000 € plus les charges, alors que le nouvel occupant paiera dans un premier temps 500 € par an, pour terminer à partir de 2035 à 18 000 € par an, soit dans 10 ans 1 500 € par mois, pour un bâtiment de près de 800 mètres carrés avec un terrain de plus d'1 hectare, tout en bénéficiant des pièces présentées dans le musée et des travaux de restauration du bâtiment payés par la collectivité. Bien des locataires souhaiteraient bénéficier de tels avantages. Nous avons consulté le dossier publié par Grand Chambéry sur son site et avons constaté que les bilans comptables de la société bénéficiaire de la convention d'occupation n'étaient pas annexés à la convention. Il est vrai que cette société ne publie pas ses comptes comme le font toutes les sociétés commerciales, pas plus que la société désignée comme présidente. Les conseillers communautaires ont voté à l'unanimité une délibération attribuant l'occupation du patrimoine historique public à une société privée sans disposer des documents officiels permettant de connaître les réelles capacités financières du nouvel occupant. Autre surprise, l'activité officielle déclarée par le nouvel occupant, réalisation de prestations de services, de formation, ne correspond pas à son activité réelle, l'hôtellerie et la restauration. L'objet de la convention laisse également une grande latitude au nouvel occupant pour les activités qu'il entend développer dans la Chartreuse, puisqu'elle a pour objet d'autoriser l'occupant à utiliser la Chartreuse d'Aillon et ses tènements fonciers rattachés conformément à son projet annexé. Mais le projet n'a pas été publié par Grand Chambéry. D'autres clauses de la Convention laissent une grande liberté d'action et d'appréciation. Avec une telle formulation, cette chartreuse multiséculaire entièrement restaurée pourrait-elle servir à développer de l'hôtellerie et de la restauration en complément des activités de la société d'Aillon et d'ailleurs, puisque la Convention ne prévoit pas d'exclusion de ce type? Créer et développer une brasserie bio, pas toujours facile. 3 brasseurs nous en parlent. C'est un espace dégustation. On voulait faire du bio et du local, donc c'est-à-dire que sourcer les ingrédients le plus proche du lieu de production, donc malt Viry, houblon avant dans l'Ain et maintenant Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça, pareil pour tous les autres produits que je propose dans la brasserie. Les ingrédients de base pour faire de la bière, donc le malt et le houblon bio sont plus chers. Après, c'est un choix qu'on a décidé de faire. On a moins de choix dans les matières premières, mais après on joue sur des saveurs, des quantités, des températures de chauffe pour pouvoir faire nos recettes. Le fait qu'il y ait des fortes chaleurs, en fait les levures elles travaillent bien en fermentation entre 18 et 25 degrés.
Et là, on se retrouvait à des températures au-delà de 30. Donc, ce qu'il y a, c'est que ça devient difficile pour les levures de travailler. Donc, on a des lots qui n'ont pas fonctionné, qu'on a dû vraiment détruire. Donc, ça fait de la perte assez conséquente sur l'été. Et là, la solution qu'on a trouvée, c'est de sourcer des levures qui résistent à des températures plus élevées, mais c'est le double de prix. Oui, on n'a pas opté pour la clim quand on a fait nos travaux parce que c'est pas très développement durable. On est en train de passer au stade artisanal, c'est le stade des 1000 hectolitres à l'année. Et là, ça y est, c'est la première année où on a dépassé les 1000 hectolitres de production. Donc, on a fait le choix de faire fabriquer toute la cuverie en Italie, à Turin, pour que ce soit à côté et que tout soit fait en Europe. Un choix écologique, mais qui nous a coûté beaucoup plus cher que du matériel chinois. Donc, on est une brasserie tout en bio depuis le début, que ce soit nos bières ou nos sodas. C'était une conviction de départ, on n'a pas envie de lâcher ça parce que clairement on pense que c'est la manière de produire avec une agriculture qui soit saine et durable. Alors nous, le marché du bio, on l'a vu un petit peu dégringoler après Covid. Enfin, en gros, il y a eu un peu un essor pour le bio et l'artisanal pendant les années Covid, 2019-21 grosso modo. Après, on a vraiment vu une chute. Nous, nos ventes de bouteilles en magasin spécialisé, on a vraiment perdu du chiffre là-dessus. Et puis après, il y a eu une petite reprise. Et de ce que nous disent nos clients, les magasins bio, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux pour la plupart des rayons. Mais sur les produits qui sont pas alimentaires comme nous, l'alcool, il n'y a pas une reprise. On n'est pas revenu à des taux de vente d'avant Covid. Notre brasserie, au-delà d'être bio, elle est engagée. Donc ça va de la consigne de nos bouteilles pour lutter contre les déchets de verre jusqu'à des soutiens à des associations. Notamment, on est régulièrement sollicité par des associations environnementales qui veulent défendre une cause et qui du coup vendent nos bières au profit de l'association pour pouvoir faire des bénéfices. Le salon du livre Je m'en livre à la Léchère. Les lecteurs ont pu rencontrer des auteurs lors de balades philosophiques et autres conférences gesticulées. Bonjour à toutes et tous, je suis bénévole pour l'association Je m'en livre à la Léchère qui promeut la culture sur le territoire depuis 2018, notamment en créant des événements autour du livre. Donc aujourd'hui, on organise la 7e édition du salon qui se tient sur 2 jours avec différentes rencontres avec des auteurs, des ateliers. Cette année, c'était le 13 et le 14 septembre. En fait, on a déjà commencé par une intervention le vendredi à l'école de Bellecombe avec les élèves et une illustratrice. Donc Mélanie Desplanches. Le samedi, on a commencé par une balade le long du Morel et Gérard Guerrier a animé une conversation le long de ce cours d'eau sur le thème du courage. Donc c'était une randonnée philosophique. Ensuite, le soir, nous avons accueilli Monsieur Philippe Cazeneuve pour nous présenter une conférence gesticulée donc sur le thème de l'intelligence artificielle. De quelle humanité le chatbot est-il l'avenir? Et l'idée, c'est d'avoir différents éléments pour pouvoir appréhender cette nouvelle technologie présente dans nos vies. Donc c'était à la mairie de Petit-Cœur et il s'en est suivi un repas avec les habitants et les auteurs présents pour le salon du livre où les auteurs ont pu lire un extrait de leur ouvrage. Le dimanche 14 septembre, nous avons commencé par le marché paysan est accompagné par un stand de vente de livres pour la cuisine montagnarde qui s'est combiné avec les séances de dédicaces. Les différents auteurs présents donc à ce salon. Donc cette année, nous avons la joie d'accueillir donc Hervé Commerc, le roman Dernier Cri. Nous avons Marjorie Tixier, écrivaine de Chambéry, pour son roman Le Pays Blanc. Nous avons Catherine Bardon qui vient de Paris, qui vient nous présenter la saga Les Déracinés et le roman Alma. Nous avons aussi des illustrateurs qui dédicacent aussi leurs livres. Pour terminer le salon, nous allons organiser une table ronde sur les centrales hydroélectriques. Pour cela, nous aurons la présence donc d'une chercheuse d'un laboratoire en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous aurons un directeur du groupe Hydrocop et puis un salarié de France Nature Environnement. L'art comme ouverture au monde. C'est le projet de l'association Solidarité entre monts et peuples qui se lance dans un projet de solidarité internationale avec le peuple de l'eau du delta du Saloum au Sénégal. Le 31 août dernier, l'association a organisé une journée festive en pirogue sur le Cauzon à Saint-Pierre-d'Entremont
posant ainsi la première pierre de cette initiative. L'association Solidarité entre monts et peuples se lance dans un projet participatif de partenariat artistique et solidaire avec un collectif sénégalais situé dans la région du Ciné Saloum. Accompagnée par Pays de Savoie Solidaire, l'association a organisé une fête africaine le 31 août dernier à Saint-Pierre-d'Entremont, en Pirogue-sur-le-Cauzon. Concrètement, il s'agit de mettre en place des échanges réguliers d'expériences entre la vallée des Entremonts en Chartreuse et le peuple de l'eau du parc national du delta du Saloum, labyrinthe marécageux de mangroves. Les productions artistiques résultant des ateliers d'art plastique, ici et là-bas, serviront de support à cet échange réciproque. Qui va allier de l'artistique à l'écologie entre le Ciné Saloum et nous. L'idée est venue d'Ousseynou Sall, instituteur et artiste qui a déjà instauré des ateliers d'art plastique et de protection de l'environnement au Sénégal. À Saint-Pierre-d'Entremont, tout a débuté le 31 août. Et pour commencer, atelier Land Art en bord de rivière. Nous descendons sur les berges du Guiers et les œuvres qu'on va créer, c'est un peu comme un portrait des Entremonts. Vous les prendrez en photo. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'immerger dans le paysage. De retour au chapiteau, Anne, conteuse passionnée, raconte l'histoire de 3 arbres, le baobab, le fromager et le palétuvier. Après un repas africain très apprécié, accompagné par Jama, groupe de percussions africaines, l'atelier choral a rassemblé une quinzaine de chanteurs éphémères autour de la chanson « Laissez passer les sans-papiers », animée par Sarah de l'association Graines de Son. Ne serait-il pas passionnant d'entraîner la population d'ici et de là-bas à découvrir comment le vivant, humain, faune et flore, s'adapte et lutte pour survivre à des conditions climatiques diamétralement opposées? C'est l'ambition de l'association à travers ce projet participatif. C'est dans l'air du temps. La compagnie de Daniel Gros remet les chansons révolutionnaires dans leur contexte géographique et historique. Les profiteurs, vautrés dans la richesse, privent de pain l'ouvrier affamé. L'idée, moi, de travailler depuis longtemps, de faire un spectacle sur les chants révolutionnaires. J'ai fait le choix des chansons peut-être les plus populaires, parce qu'il y a énormément de chants révolutionnaires, et rappeler dans quel contexte ces chansons ont été chantées ou créées, parce que ça s'est fait au prix du sang. Et pourquoi c'est important de faire ce genre de spectacle? L'art dramatique ne doit pas être innocent. Oh, glorious dead. When you fell in the foggy dew. On dit événement pour ne pas dire révolte ou révolution, car on a nos pudeurs. C'est un acte politique de monter sur scène. Venu chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand on sait que, par exemple, la révolution portugaise de 1974 a été déclenchée par une chanson diffusée à la radio, c'est merveilleux, quoi. De faire un genre de guerre intellectuelle, non pas par le fusil, mais par le chant, par la chanson. C'est magnifique, c'est magnifique. Une nouvelle flottille est en route pour Gaza. La présence de 3 députés à son bord n'a pas empêché qu'elle soit prise pour cible. Gabriel Catala nous parle de son expérience vécue lors de la précédente flottille. Et bien sûr, je l'ai fait parce que j'ai aussi cru qu'on allait réussir, parce que c'était la 37e flottille.
Parce que les flottilles n'ont pas commencé avec le Madlin, elles ont commencé en 2008. Et en 2008, il y a 2 flottilles qui ont réussi à aller jusqu'à Gaza. Et donc là, bien sûr, on est plus de 15 ans plus tard, donc la situation a totalement changé. Mais on a réussi à aller plus loin que le Madlin, et c'est pour ça que j'espère que les flottilles qui partent ce dimanche et qui partent le 4 septembre depuis Tunis arriveront à aller jusqu'à Gaza. Oui, là, la stratégie a été... c'est pas exactement la flottille de la liberté, c'est la Global Summon Flotilla, et ensuite la flottille de la liberté, elle partira fin septembre. Mais l'idée, c'est que des flottilles de plusieurs pays partent, puisqu'il y a des pays, il y a des flottilles des pays du Maghreb, il y a des flottilles là qui vont partir de Barcelone. Et le fait de se rassembler au milieu de la Méditerranée et d'être plus, nous fait penser qu'ils vont peut-être réussir, eux, puisqu'on voit mal comment l'armée pourrait, à moins de lancer une opération démesurée et très violente, donc Israël sera mis face à ses responsabilités, stopper 35 bateaux qui vont partir. La Global Summit Flotilla a dû faire face à de nombreux imprévus. Officiellement partie de Barcelone le 31 août, la flottille n'a pu accoster à Tunis que le 7 septembre en raison de conditions météorologiques difficiles et de problèmes techniques. À Tunis, 2 navires, l'Alma et le Family, ont même été la cible d'attaques de drones. Le vrombissement de ces engins est perceptible sur des vidéos de surveillance. Ils ont largué des objets incendiaires, vraisemblablement des grenades. Ces attaques ont provoqué un retard supplémentaire. Mais la trentaine de bateaux a finalement quitté les ports de Tunis, lundi 15 et mardi 16 septembre. Ils doivent retrouver, au large de Malte, une vingtaine d'autres navires partis de Sicile. Ensemble, ils partagent un objectif: briser le blocus de Gaza, au moment même où Israël intensifie ses bombardements. À bord de la Global Summit Flotilla, on compte 37 Français, parmi lesquels l'actrice Adèle Haenel, le politologue Thomas Guénolé et 5 élus, dont Rima Hassan et Emma Fourreau, déjà présentes lors des 2 précédentes flottilles. La militante suédoise Greta Thunberg y participe également de nouveau. Dans le contexte guerrier actuel, des voix discordantes s'élèvent. Le 5 octobre à Paris se tiendra un grand meeting international pour la paix. Meeting international qui aura lieu à Paris le 5 octobre prochain au Dôme de Paris, meeting contre la guerre, qui commencera à 13h30 et l'inscription se fait en ligne. On est tombé d'accord sur le fait que nos propres gouvernements, le gouvernement britannique, le gouvernement français, le gouvernement allemand, l'Union européenne, évidemment l'impérialisme américain, sont tous à la manœuvre pour alimenter, encourager, étendre toujours plus la guerre. Pensez bien évidemment à ce qui se passe en Ukraine, et tout est fait pour que la guerre dure et dure et dure encore, parce que la guerre, elle profite à des industriels. Je rappelle par exemple que le ministre de la Défense français, Sébastien Lecornu, avait déclaré qu'il faut reconnaître que la guerre en Ukraine est une formidable opportunité pour l'industrie militaire française. Les peuples, eux, ils crèvent. Ceux qui peuvent ouvrir aujourd'hui une issue, ceux qui peuvent mettre un terme à cet engrenage infernal, ce sont les peuples. C'est la mobilisation des peuples sur leur propre terrain contre leur gouvernement. Et pour ce qui est des participants qui ont d'ores et déjà annoncé leur participation, Medea Benjamin, qui est une figure du pacifisme aux États-Unis, il y aura une des dirigeantes de Black Lives Matter, Enya Amara, il y aura des militants anglais, notamment des militants de Stop the War, également Zara Sultana, qui avec Jeremy Corbyn est à l'origine du parti qui est en train de se constituer en rupture avec le Labour Party en Grande-Bretagne. Et d'autres encore, mais ça c'est pour donner une idée de ceux qui prendront la parole à ce meeting internationaliste contre la guerre. C'est la rentrée politique et depuis l'été, un mouvement « Indignons-nous, bloquons tout » a été lancé pour le 10 septembre. Les enquêtes d'opinion montrent une forte exaspération de la population et le gouvernement Bayrou a été défait par l'Assemblée nationale qui lui a refusé sa confiance. Les revendications de ce mouvement sont-elles acceptables et légitimes? Parmi ces revendications, on trouve le droit au travail qui renvoie au droit d'obtenir un emploi prévu par le préambule de la Constitution de 1946, travail qui doit être librement choisi ou accepté selon la Charte des droits fondamentaux européenne. L'indexation des salaires et la lutte contre la pauvreté, c'est la Charte des droits fondamentaux européenne qui, dès son premier article, protège la dignité. L'assurance pour chacun de conditions nécessaires au développement et des moyens convenables d'existence sont garantis par le préambule de la Constitution de 1946. L'accès aux soins,
et la protection de la santé, à nouveau, sont garantis par le préambule de la Constitution de 1946. Quant au droit d'accès à la sécurité sociale et le bénéfice de soins médicaux, c'est la Charte des droits fondamentaux européenne qui les énonce. Le droit de vivre dans un environnement de qualité respectueux de la santé, c'est un droit constitutionnel édicté par la Charte de l'environnement. La fin d'une justice à deux vitesses, c'est la traduction directe de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. La fin de l'impunité est prévue par l'article 7. Ceux qui exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. La taxation des plus riches, elle est prévue depuis 1789 par la Déclaration des droits de l'homme. Chacun doit participer à la contribution commune en raison de ses facultés. Une presse libre qui ne soit pas soumise aux milliardaires. C'est l'engagement du Conseil national de la résistance pour la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. La retraite à 60 ans est la simple application de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. La loi est l'expression de la volonté générale. Le recul de l'âge de départ à la retraite ne devait donc pas être imposé par le 49.3, soutenu par des députés qui n'ont pas censuré, malgré la volonté populaire. La démocratie directe, la souveraineté du peuple et le contrôle populaire nous renvoient à l'origine de res publica, qui se traduit par les affaires du peuple, et à la Déclaration des droits de l'homme qui nous rappelle que nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'émane expressément de la nation, donc du peuple. Les revendications de ce mouvement sont bien républicaines et au regard des principes fondamentaux, ce mouvement est parfaitement légitime et républicain. Sachons utiliser les règles de la République pour les faire respecter, y compris par celles et ceux qui ont été élus comme représentants. Il et elle pédalent de Munich à Monaco pour sensibiliser à la fonte des glaciers. Le Glorious Glacier Ride s'est arrêté à Saint-Jean-de-Maurienne pour rencontrer les collectifs contre le Lyon-Turin et nous les avons rencontrés à cette occasion. J'ai organisé cette année le premier Glorious Glacier Ride et c'est un truc au vélo qui départ en Munich et nous finaliser en Monaco. Et c'est un projet pour faire attention pour le changement de climat et spécialement pour les glaciers. Quand le glacier a perdu 40% de son volume dans les derniers 25 ans. Aujourd'hui, nous sommes en Saint-Jean-de-Maurienne, mais hier, nous sommes allés à Saint-Bourg-de-Maurice et là-bas, on a invité le maire pour discuter qu'est-ce que la ville fait pour le changement de climat. Nous demandons à tous les participants pour nettoyer l'atmosphère avec une carbon sinking project. Et on fait ça avec le biochar, et ça c'est to transform their bio-waste into biochar, which is a sort of a charcoal. And when they put it into the ground, the carbon stays there for thousands of years. It improves the soil quality, so it's a double win situation. And we remove CO2 from the atmosphere. Nous avons fait beaucoup d'activisme, mais c'est un moment pour moi et connecter avec la nature aussi. I know I have the legs pour cycling, et comme ça je peux faire quelque chose et spread la message, so to say. Est-ce que pour vous, être scientifique et militant, c'est OK? C'est important d'être honnête vis-à-vis des données scientifiques qu'on produit, qu'on analyse, etc. Mais après, il faut qu'on puisse communiquer vis-à-vis de ces résultats. Pour nous, c'est chouette d'avoir des opportunités comme ça et pas que communiquer parmi des articles scientifiques qui sont pas très accessibles pour certains gens, bien sûr. Yes, glaciers, no TFA. That doesn't sound really good. Et maintenant, l'actualité en bref. Transparence et Lyon-Turin ne font visiblement pas bon ménage.
Le député de Savoie, Jean-François Coulombe, vient d'être contraint de saisir la commission d'accès aux documents administratifs pour obtenir la décision ministérielle du 4 décembre 2024 pour les accès français du Lyon-Turin. Ces demandes de communication se sont en effet heurtées au mur du silence. C'est pourtant cet acte administratif qui a permis à SNCF Réseau d'obtenir des préfets des arrêtés lui permettant de pénétrer dans des propriétés privées pour compléter ses études. SNCF Réseau a reçu la même demande et ne répond pas plus. Elle organise pourtant des réunions dites de concertation sous l'égide des préfets avec les maires, concertation sans transparence et sans documents. Pour SNCF Réseau et les préfets, la concertation ressemble plus à des séances de communication sans possibilité de discussion. La population a le droit de disposer de toute la documentation, d'autant que SNCF Réseau a vu une grosse part de sa dette épongée par les contribuables. Le 10 septembre, la manifestation Indignons-nous, bloquons tout a réuni 200 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et 250 000 d'après la CGT. La mobilisation a été particulièrement marquée dans la région. 6 000 manifestants à Chambéry, 10 000 à Lyon et plus de 30 000 à Grenoble. Une influence inédite depuis des années. 8 jours plus tard, le 18 septembre, l'appel des syndicats a rassemblé plus de 500 000 personnes, selon le ministère, et plus d'1 million d'après la CGT. Là encore, la région a répondu présent. 12 000 personnes se sont rassemblées à Chambéry, 20 000 à Lyon et 15 000 à Grenoble. La particularité de ces rassemblements vient de la diversité des modes d'action. Cortège classique, véloruption, blocage piéton. Rappelons que le ministre démissionnaire de l'Intérieur a déployé un dispositif important. 80 000 gendarmes et policiers étaient mobilisés partout en France ce 18 septembre, accompagnés d'une trentaine de véhicules blindés et engins lanceurs d'eau. Le cinéma d'Aix-les-Bains nous propose son coup de cœur. C'est mon grand-père qui a acheté ici. Et avant, il me semble que c'était un dancing. Et mon grand-père a construit après des salles de cinéma. Nous, ça fait 52 ans qu'on le gère, donc 3 générations. Ici, je programme de l'art et essai uniquement, avec des films engagés, en VO. Et c'est un public plutôt assez précis qui viennent ici, qui ont des idées. Donc, du coup, c'est très, très art et essai. Des fois, j'ai de la clientèle de Chambéry qui viennent en train ici, parce qu'on est à côté de la gare. Ah bah moi, mon coup de cœur, c'est le cinéma Victoria, qui a une âme pour moi, et surtout la salle 1, qui pour moi est la plus belle salle, qui a une belle capacité, grand écran, grand son, avec une estrade, et on peut accueillir beaucoup de personnes lors des débats, des échanges, des rencontres. Mon coup de cœur, c'est Sirat. Sirat, c'est l'histoire d'un père qui veut rechercher sa fille et il va chercher au Maroc lors de sa fille apparemment aime bien les rêves parties comme on dit, les teufeurs entre guillemets. Et du coup, il y a toute une histoire là-dessus. C'est plutôt dramatique, on va dire. Mais ce qui m'a plu, c'est que les gens sont très soudés, ils s'aident par n'importe quel moyen. Et ce lien qui est aussi fort pour aller chercher sa fille. Va de rien, avec plaisir. Puis il y en aura d'autres à venir. Acceptons-nous de continuer à sacrifier des terres agricoles pour installer des zones d'activité un peu partout? Des collectifs portent la parole citoyenne. Nous les avons rencontrés pour notre entretien de ce jour. Donc je vais d'abord vous demander quelles sont les surfaces concernées, chacun d'entre vous par votre projet. On a 8 hectares qui sont menacés et en fait pas uniquement une problématique de biodiversité et d'agriculture et d'alimentation, mais aussi une problématique d'eau potable, une problématique d'expropriation de population et de destruction totale en fait d'une zone humide. Tout ça dans un périmètre classé, en fait celui du Château Bayard. Donc en fait on accumule à Grignon toutes les raisons a priori de ne pas faire un projet et pourtant c'est ce qui va se passer. Et Gérard, toi à la Motte-Servolex? Alors je parle au nom du collectif pour un projet agricole à Savoie Technolac et il y a un projet d'étendre, donc ZAC 3, la 3e tranche, sur 20,5 hectares de très bonnes terres agricoles, puisque c'est près du lac et c'est les alluvions et la nappe phréatique qui est juste en dessous. Et donc on se mobilise pour démontrer à la fois qu'il n'y a pas besoin de s'étendre, c'est-à-dire que
les besoins économiques peuvent être satisfaits à la fois dans les zones existantes où il y a encore de la place et par de la densification sur les zones existantes comme la ZAC 1 et la ZAC 2 à Technolac. Et le deuxième volet, c'est de montrer que l'urgence, c'est quand même de protéger les terres agricoles et de faire de l'alimentation pour les populations environnantes. À Bernin, on est concerné par 12 hectares de terres agricoles qui seront utilisées. Enfin, c'est la communauté de communes du Grésivaudan qui propose d'agrandir la zone industrielle de Bernin pour les secteurs du semi-conducteur. Malgré que le secteur est en pleine crise, que Soitec, la principale intéressée, a suspendu ses projets d'agrandissement. Donc la communauté de communes du Grésivaudan anticipe ces projets et propose d'aménager ces terres pour le secteur du semi-conducteur. Après, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez un projet alternatif sur ces surfaces? Nous, depuis 3 ans, on propose à la communauté de communes de réfléchir à une ferme ou à un établissement qui permettrait d'accueillir les maraîchers et de faire une entrée de ville vivrière en fait, à Pontcharra. On n'a eu aucun retour en fait, des institutions. Pour le moment. Pour le moment. D'accord. Et nous, pour le collectif pour un projet agricole à Technolac, donc au bord du lac du Bourget, depuis le début, c'était l'option à la fois de leur démontrer qu'il n'y avait pas besoin de s'étendre sur ces 21 hectares agricoles. Et on a un groupe qui a travaillé aussi sur un projet agroécologique d'autonomie alimentaire de l'ensemble du secteur. D'accord. Alors, pour information, nous avons contacté M. Luc Berthoud, le maire de la Motte-Servolex, qui n'a pas voulu nous répondre parce qu'actuellement, il y a une action en justice au niveau du tribunal administratif, c'est ça? C'est ça, à Grenoble. D'accord, à Grenoble. Et vous, est-ce que vous avez une action en justice aussi concernant votre projet? On a un recours en cours sur une des délibérations de la communauté de communes qui dénonce en fait l'absence de transparence en fait, et l'inventaire qui nous apparaissait faussé des zones d'activité économique actuellement dans le Grésivaudan, puisqu'en fait le taux est de 99%, ce qu'on dénonce en fait. Ça a justifié de créer une nouvelle zone d'activité et on pense et on le démontre en fait que c'est faux. D'accord. Et c'est une action devant le tribunal administratif. Ouais. D'accord. Est-ce que vous, concernant ST Microélectronics, est-ce qu'il y a des actions? À ce jour, il y a les exploitants qui s'opposent à l'expropriation. Est-ce que sur le secteur, plus largement, il y a d'autres projets d'artificialisation des terres agricoles, d'après vous? Je pense qu'en fait, on est bien placés tous pour dire qu'il n'y a plus une seule commune où il n'y a pas un problème d'artificialisation. Et tout à l'heure, on faisait le tour de Pontcharra. On est entouré de zones d'activité économique et on vient d'inaugurer à 300 mètres de Grignon la zone de Moulin-Vieux. Donc l'artificialisation, elle est dans tous les territoires, dans toutes les communes. Et effectivement, on pense qu'on a vraiment atteint le quota, au moins sur cette commune, mais certainement aussi un peu plus haut en Savoie. D'accord. On a aussi sur Montmélian, il y a Alpes Espace, je crois, qui a besoin aussi, enfin qui dit avoir besoin de surface supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors évidemment, sur le terrain, entre Pontcharra et Chapareillan, on a le Lyon-Turin qui, à peu près, risque de prendre 400 hectares carrément de terres agricoles. Voilà. Est-ce que sur vos projets, il y a une précision que vous voudriez apporter sur vos secteurs? Non, peut-être ce qu'on peut déduire de l'ensemble de ces mobilisations, c'est que ça pose quand même la question un peu des outils de la démocratie locale. Parce que finalement, on est tous des citoyens qui se sont mobilisés face à un sujet qui nous a semblé d'intérêt général. Et on se heurte à la fois à des difficultés pour accéder à l'information, déjà tout simplement, pour se faire respecter. Nous, il y a eu une enquête publique avec près de 900 dépositions à 95% contre cette extension. Il y a quand même un avis favorable qui a été donné. On est obligé d'aller au tribunal administratif, ça coûte cher. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir sur comment créer des nouveaux outils pour que l'intérêt général puisse être défendu aussi par les citoyens et pas uniquement porté par des élus. Ce qu'on peut rajouter en fait à Pontcharra, c'est que c'est aussi des citoyens qui ont dénoncé l'enjeu sur l'eau potable, puisqu'en fait l'État a certes pointé l'enjeu d'une atteinte à la santé humaine en fait, et que c'est le collectif Grignon qui a dû effectivement engager cette discussion auprès des autorités pour dire il y a un souci sur l'eau. C'est le collectif Grignon qui a dû avertir les riverains qu'il y avait une menace d'expropriation. Aucune démarche n'avait été faite de la part des autorités pour simplement les informer. Et aujourd'hui, effectivement, c'est aussi les collectifs citoyens qui
qui se mettent finalement à comprendre la gabegie en fait de la politique foncière économique, puisqu'on se rend compte que les zones sont déjà extrêmement nombreuses, mais qu'elles ne sont pas densifiées et qu'en plus, dans notre territoire, la communauté de communes ne fait pas usage en fait des nouveaux types de baux, par exemple des baux à construction qu'on va trouver à 50 km plus loin à Chambéry-Grand-Lac. Donc aujourd'hui, en fait, c'est les citoyens qui sont obligés de mettre sur la table des formes d'expertise parce que aucune transparence n'apparaît de la part des institutions. Une chose à rajouter quand même, c'est que sur toutes ces terres artificialisées, il va y avoir des constructions. Donc un besoin énorme de granulats, de sable pour construire. Et donc on a plusieurs projets de réouverture ou d'agrandissement de carrières. Et là aussi, on a le sol qui est concerné. Donc en conclusion, on pourrait se dire que si en Savoie et en Isère, on a envie de manger dans 10 ou 20 ans, il va falloir commencer à apprendre à digérer le béton parce qu'il n'y aura plus que ça à se mettre sous la dent. C'est un peu ça ce qu'on peut se dire, malheureusement. Merci. Donc, Raphaël Tacquart, tu es la réalisatrice du film qui va être présenté ce soir à Pontcharrat dans le cadre des actions de cette journée autour du collectif Grignon. Tu viens d'Alsace. Est-ce que là-haut, il y a aussi des problèmes avec les terres agricoles? Oui. Alors, l'Alsace artificialise 800 hectares par an de terres agricoles principalement. Mais l'Alsace est une région très dense, donc il y a forcément aussi des problèmes d'artificialisation, mais un peu comme partout en France, parce qu'on est un peu champion d'Europe aussi en France. On va dire qu'une commune sur deux veut une zone d'activité. Et moi, je suis originaire de Guebwiller, donc on n'a pas échappé à ça. Et il y a aussi un projet de zone industrielle d'activité à l'entrée de ma vallée. Sachant qu'il y a des zones qui existent un petit peu partout autour, mais on veut en plus créer une zone de 20 hectares. Enfin, c'est en projet, donc on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dessus. C'est toujours assez flou, les projets comme ça. Sachant qu'il y a une zone d'activité qui se situe juste en face de la zone et qui, a priori, n'est pas pleine. Donc c'est toujours la question de pourquoi est-ce qu'on continue de s'étendre, d'artificialiser des terres, alors qu'il y a des espaces vacants, il y a des dents creuses, il y a des sous-occupations de terrain. Voilà. D'accord. Et là-bas aussi, il y a des collectifs citoyens qui se battent alors, il n'y en a projet. pas tellement, mais il y en a un qui se bat à l'entrée de la vallée de Guebwiller, donc c'est le collectif Alternative Davide. Et c'est justement pour ça que moi, je me suis intéressée à eux pour faire un film documentaire, parce que c'est assez inédit de se battre contre l'artificialisation des terres. Mais en fait, il n'y a pas encore d'artificialisation, ça ne se voit pas. Donc c'est compliqué pour les personnes, les habitants, de se battre sur quelque chose qui n'existe pas. Il faut se projeter. Il faut se projeter. Et souvent, ça se fait sur des dizaines d'années, parce que c'est inscrit dans les documents d'urbanisme, dans le PLU, mais on ne le sait pas toujours. Il faut creuser, il faut documenter. Et les militants, ça, ils savent le faire. Voilà. D'accord. Merci. Je vous en prie. L'indépendance de la presse citoyenne est une nécessité. Vous pouvez la promouvoir en partageant largement autour de vous le Journalpe. Vous pouvez aussi participer à créer cette information, si cela vous tente, en écrivant à rédaction@lejournalpe.fr. N'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore fait. De plus en plus de formats arrivent sur la chaîne. Entre les éditions habituelles, ouvrez l'œil et activez les notifications pour être averti chaque fois que nous postons des vidéos. C'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le 12 octobre pour la prochaine édition. En attendant, restez attentifs à ce qui se passe autour de vous.